Avez-vous déjà regardé ces reportages de l'Élysée ou de Bruxelles, où des décisions importantes sont censées être prises? Vous les voyez tous alignés pour la photo de famille. D'un côté, les leaders européens se tiennent droit, la poitrine bombée comme s'ils venaient d'inventer le fil à couper le beurre. Leurs sourires sont acérés, leurs poignées de main fermes, comme s'ils tenaient le monde par le col. Ils ont l'air de posséder l'endroit, parce que, peut-être qu'ils pensent tard que c'est le cas. Ils marchent avec un certain rythme, une confiance qui dit « Je suis ici pour diriger, pas pour suivre ». La caméra les aime, et ils le savent, prenant une pause qui finira dans les livres d'histoire. Ensuite, vous regardez nos présidents. Ah, nos chers présidents africains. Quelque chose change dans l'image. C'est comme si l'air avait été évacué d'un ballon. La posture n'est pas tout à fait la même, n'est-ce pas? Les épaules sont un peu tombantes, le sourire un peu trop large, un peu trop désireux de plaire. Ils semblent chercher leur place dans la photographie, essayant de ne pas prendre trop de place. C'est une étrange performance, une danse de l'inconfort sous les lumières vives de la diplomatie internationale. Ils ressemblent moins à des chefs d'État qu'à des cousins éloignés, invités à un mariage où ils ne connaissent personne, mais sont censés être reconnaissants. Le contraste est aussi clair que le jour et la nuit, comme comparer un lion à une gazelle à un point d'eau. L'un boite avec autorité, l'autre avec un regard nerveux par-dessus son épaule. Le costume du leader européen est toujours parfaitement taillé, lui allant comme une seconde peau, une armure pour le champ de bataille politique. Le costume de notre président semble souvent avoir été emprunté à un frère plus grand et plus âgé. Il pend des épaules, les manches sont un peu trop longues, comme pour dire « Je ne suis pas entièrement à l'aise dans ce rôle, dans ce costume de pouvoir que vous m'avez donné ». Cette différence visible soulève une question fondamentale. Sommes-nous témoins d'une rencontre entre égaux, ou est-ce tout autre chose? Une performance où les rôles ont été attribués bien avant que les acteurs ne montent pas sur scène. Un groupe joue le rôle du bienfaiteur puissant, l'autre celui du humble suppliant. C'est un scénario que nous avons vu maintes fois, une histoire familière diffusée sur nos écrans de télévision. Cela vous fait vous demander si nos dirigeants croient vraiment qu'ils sont présidents lorsqu'ils traversent la Méditerranée, ou s'ils laissent leur autorité à l'aéroport. Observez-les attentivement, c'est un spectacle digne d'un festival de comédie. Leurs expressions sont un chef-d'œuvre de maladresse. Les yeux papillonnent, évitant un contact direct trop long, comme si regarder un dirigeant européen dans les yeux pouvait les transformer en pierre. Le sourire est plaqué, mais il n'atteint pas tout à fait les yeux. C'est le sourire de quelqu'un qui essaye de se souvenir d'une blague qu'on lui a racontée hier. Un tic nerveux, déguisé en convivialité. Il rit un peu trop fort aux blagues pas drôles de l'Européen, une performance de politesse qui ressemble plus à une audition. Une audition pourquoi, demandez-vous? Peut-être pour le prochain paquet d'aide. Leur langage corporel raconte une histoire de soumission. Les mains sont soit jointes nerveusement devant eux, comme un écolier attendant le jugement du directeur, soit elles sont occupées à ajuster une cravate déjà parfaitement droite. Il y a une légère inclinaison, un subtil hochement de tête, un geste de déférence difficile à manquer. Ils se tiennent juste un peu trop en arrière, créant un espace qui crie le respect, mais pas le genre mutuel. C'est le genre de respect qu'un locataire montre à son propriétaire quand le loyer est en retard. Ils sont passés maîtres dans l'art de se faire petits, de se rapetisser pour se fondre dans l'arrière-plan. C'est presque comme s'ils étaient à un casting pour un nouveau film hollywoodien. Le réalisateur dit « Nous avons besoin de quelqu'un pour jouer le rôle du leader africain reconnaissant. Quelqu'un qui peut paraître à la fois dans le besoin et digne, mais surtout dans le besoin. » Et donc ils s'alignent, chacun essayant de perfectionner le look de gratitude humble. Ils doivent montrer qu'ils sont raisonnables, qu'ils ne causeront pas de problème, qu'ils seront de bons partenaires. Un bon partenaire dans ce contexte signifie souvent quelqu'un qui hoche la tête en signe d'accord, signe les papiers sans lire les petits caractères et sourit pour les caméras, toujours avec cette expression légèrement douloureuse et apologétique. Sont-ils vraiment si mal à l'aise dans leur propre peau, dans leur rôle d'incarnation de la souveraineté d'une nation? Ou est-ce une stratégie calculée? Une performance conçue pour susciter la sympathie, pour débloquer les coffres de la communauté internationale? Regardez comme nous sommes dociles, semble dire la posture. Vous ne pouvez sûrement pas refuser un prêt à un homme si humble. C'est un jeu dangereux, car quand on joue l'humilité trop longtemps, on peut oublier comment se tenir droit. On oublie qu'on n'est pas juste un homme dans un costume emprunté, mais le leader d'une nation. Parfois, quand je vois ces scènes se dérouler, une sombre pensée me traverse l'esprit. J'ai l'impression d'assister à une reconstitution historique, un film sur l'ère coloniale.
Les dirigeants européens sont, bien sûr, les personnages principaux, délivrant leurs répliques avec conviction. Et nos présidents, ils semblent avoir été choisis comme figurants. Leur rôle est de rester en arrière-plan, de hocher la tête aux moments appropriés, de fournir le décor africain authentique pour la véritable histoire qui est racontée. Ils sont là pour faire en sorte que les personnages principaux aient l'air bien, qu'ils aient l'air puissants et généreux. Ils sont décoratifs, comme des palmiers dans une peinture coloniale. Le scénario qu'ils suivent semble être écrit à l'encre invisible, un ensemble de règles tacites. Règle numéro 1. Ne jamais paraître plus confiant que votre hôte européen. Règle numéro 2. Toujours présenter vos requêtes comme des suppliques désespérées et non comme des demandes légitimes de partenariat. Règle numéro 3. Soyez reconnaissant, infiniment reconnaissant, pour toute miette tombée de la table du maître. C'est une comédie tragique dont la chute est notre propre dignité. Ils jouent une histoire de dépendance, renforçant les clichés mêmes qu'ils devraient combattre. Ils ne sont pas co-auteurs de l'histoire, ils sont des notes de bas de page. Cette performance est si convaincante qu'elle vous fait vous demander s'ils y croient eux-mêmes. Se voient-ils comme des dirigeants de nations souveraines ou comme des gérants d'une succursale locale d'une entreprise mondiale, rendant compte à des sièges sociaux à Paris, Londres ou Bruxelles? Quand ils parlent, leurs voix sont souvent douces, leur rhétorique remplie d'appels plutôt que d'affirmations. Ils parlent d'aide et de soutien, non d'investissement et de commerce. Ils demandent du poisson au lieu d'exiger un prix équitable pour la canne à pêche qu'ils possèdent déjà. Ce langage de l'aide perpétue le cycle de dépendance qu'ils prétendent vouloir briser. La question ultime est celle de la légitimité. Cette posture est-elle le reflet de la façon dont ils gouvernent chez eux? Un leader qui n'est pas responsable devant son propre peuple cherchera toujours la validation des étrangers. Si votre pouvoir ne vient pas des urnes, mais de la bénédiction d'une puissance étrangère, vous agirez naturellement comme un employé devant votre patron. Vous vous inclinerez, vous vous prosternerez, vous sourirez maladroitement, car votre sécurité d'emploi en dépend. Ils n'agissent pas en tant que président du peuple, mais en tant que préfet d'un nouvel empire plus subtil. Un empire de la dette, de l'aide et de la faible estime de soi. Mais osons rêver un instant. Fermons les yeux et imaginons une scène différente. Un nouveau type de président africain descend de l'avion. Il n'a pas ce sourire nerveux et apologétique. Il ne porte pas un costume qui ressemble à un vêtement de seconde main. Son costume est impeccable, taillé non pas à Londres ou à Paris, mais par le meilleur artisan de sa propre capitale. Il lui va parfaitement. Il marche le dos droit, la tête haute. Il n'est pas là pour auditionner pour un rôle, ni pour mendier les restes du festin mondial. Il est là pour prendre sa place à la table. Ce président n'attend pas une poignée de main. Il tend la sienne, ferme et confiante. Il regarde son homologue européen directement dans les yeux, non pas avec arrogance, mais avec la tranquille assurance d'un égal. Il ne parle pas d'aide, mais de partenariat. Il ne supplie pas pour des prêts, il présente des plans d'affaires. Il ne parle pas de problèmes sans proposer également des solutions nées de l'ingéniosité africaine. Il n'est pas là pour se plaindre du passé, mais pour construire l'avenir. Un avenir où l'Afrique n'est pas un sujet de pitié, mais un moteur de croissance mondiale. Son langage est différent. Il ne dit pas « s'il vous plaît, aidez-nous ». Il dit « voici ce que nous apportons à la table. Discutons de la manière dont nous pouvons créer une prospérité mutuelle ». Il rappelle au monde que les ressources de l'Afrique ne sont pas une malédiction, mais une bénédiction, et qu'elles doivent être échangées à un prix équitable. Il exige le respect, non pas parce qu'il est président, mais parce qu'il représente des millions de personnes fières, travailleuses et fatiguées d'être dépeintes comme des victimes impuissantes. Il est là pour négocier, pas pour se rendre. C'est un leader, pas un acteur. Ce n'est pas un fantasme. Ce président existe. Il existe dans le cœur et l'esprit de millions de jeunes Africains qui sont fatigués de la vieille histoire. Il crée des entreprises, crée de l'art et innove d'une manière que le monde n'a pas encore reconnue. Ce sont eux qui ont le dos droit et de grands espoirs. Un jour, ils auront un leader qui reflètera leur esprit. Un leader qui entrera à l'Élysée, non pas comme un humble invité, mais comme un égal, prêt à écrire un nouveau chapitre de notre histoire commune. Un chapitre de dignité, de force et de fierté inébranlable.